Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, c'est un soutien de poids qui vient de lâcher Donald Trump. Après l'officialisation de la victoire de Joe Biden par le collège électoral, Mitch McConnell renonce aux accusations de fraude. Le patron des Républicains au Sénat a même félicité par téléphone le président élu. Les Américains qui ont lancé cette semaine leur campagne de vaccination, tout comme leurs voisins canadiens, un début de lumière au bout du tunnel. Encore faut-il réussir le défi logistique qui est posé. Et puis la junk food, ennemi public numéro 1 au Mexique, dans un pays où 73% de la population est en surpoids. Les autorités tentent de préserver les jeunes des produits trop caloriques qui inondent pourtant en toute légalité, vous le verrez, les réseaux sociaux. Les Américains ont donc franchi cette semaine une étape importante dans leur processus électoral. Les grands électeurs ont voté lundi dernier et bien accordé leur soutien à Joe Biden. Ce vote de la majorité du collège électoral officialise ainsi la victoire du candidat démocrate. Simple formalité d'ordinaire, ce rendez-vous était attendu de longue date, à commencer par le principal concerné qui espère maintenant tourner la page. Écoutez. L'intégrité de ces élections reste intacte. Il est maintenant temps de tourner la page, comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire. Il est temps de s'unir et de panser nos plaies. Et comme je l'ai dit pendant la campagne, je serai le président de tous les Américains. Voilà, message de Joe Biden visiblement entendu puisque Mitch McConnell, l'influent sénateur du Kentucky, patron surtout des Républicains au Sénat, a cessé de soutenir Donald Trump et ses accusations de fraude électorale. Réputé proche aussi du président élu, il appelle maintenant son parti à suivre son initiative. Elliott Samuel. Il est l'un des plus proches alliés de Donald Trump, un fidèle parmi les fidèles. Mais désormais, Mitch McConnell ne suit plus le président. Pour la première fois, le chef de file des Républicains au Sénat reconnaît la victoire de Joe Biden, moins de 24 heures après que le collège électoral a entériné la victoire du candidat démocrate. Electors met in all 50 states. So as of this morning, our country has officially a president-elect and a vice president-elect. Many millions of us had hoped the presidential election would yield a different result. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. Mitch McConnell devient ainsi l'élu républicain le plus haut placé à reconnaître la victoire de Joe Biden. Le sénateur du Kentucky s'est même entretenu dans la foulée avec le président élu au téléphone. Selon le New York Times, il aurait également demandé aux sénateurs républicains de ne pas tenter d'initiative le 6 janvier prochain pour contester les résultats de l'élection. C'est ce jour-là que le Congrès dépouillera officiellement les votes des grands électeurs et ratifiera la victoire de Joe Biden. Si d'autres élus républicains ont également décidé d'accepter les résultats de l'élection, du côté de la Maison-Blanche, le discours n'a pour l'heure pas changé. The president is still involved in ongoing litigation related to the election. Yesterday's vote was one step in the constitutional process. Il y a près de 2 semaines, Donald Trump avait pourtant indiqué pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral votait pour Joe Biden. Mais mardi, le président américain a maintenu ses accusations de fraude. Notre image de la semaine à présent, c'est cette infirmière new-yorkaise, la première américaine à s'être fait administrer le vaccin contre le Covid. C'était lundi dernier. Depuis, la campagne de vaccination a été lancée dans une poignée d'hôpitaux. Au Canada également, la campagne de vaccination a débuté. L'Amérique du Nord qui entrevoit désormais la lumière au bout du tunnel, même si cette nouvelle étape constitue un véritable défi logistique. Les détails avec Johanna Citruc. Devant les caméras, ils relèvent leurs manches et exhibent leurs pansements. Avec cette image aux allures de publicité, ces soignants qui viennent de se faire vacciner contre le coronavirus veulent montrer l'exemple. J'encourage tout le monde à se renseigner, à en parler avec son médecin et à prendre la meilleure décision. Mais j'incite vraiment les gens à se faire vacciner. Objectif, vacciner 20 millions de personnes avant fin décembre, 5 fois plus d'ici fin mars. Le tout en plusieurs phases. D'abord les soignants et les maisons de retraite, ensuite les travailleurs essentiels et les personnes à risque, et enfin le reste de la population. Quant aux membres du gouvernement, ils pourront aussi recevoir une injection rapidement. Certains l'ont d'ailleurs déjà fait. Ça y est? Oui, ça y est. Allez, mais ça fait pas mal du tout. Pour atteindre ces objectifs, Washington a mis la main à la poche. Le pays a déboursé pas moins de 11 milliards de dollars pour financer toutes les étapes du développement d'un vaccin.
La recherche, les essais cliniques et enfin les commandes. Celui qui est utilisé actuellement a été conçu par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Avec une efficacité de 95%, ce vaccin est extrêmement sûr pour vous protéger contre le virus. Pourtant, ce vaccin a une contrainte. Il doit être conservé à moins 70 degrés. Un véritable défi logistique pour le transporter. C'est d'ailleurs ce qu'a pu constater le Canada, qui s'est fait livrer ses premières doses. Car le pays a également lancé sa campagne de vaccination. À Montréal, c'est Gloria, 78 ans, qui a reçu la première injection. J'espère que tout le monde reçoit le vaccin parce que c'est important de continuer de vivre. J'ai resté dans ma chambre, ça fait maintenant 8 mois, sans sortir. Selon un récent sondage, la majorité des Canadiens souhaitent se faire vacciner à plus ou moins court terme. Seuls 14% y sont totalement opposés. Dans les prochains jours, un deuxième sérum devrait lui aussi être administré, celui de la société de biotechnologie Moderna. Son efficacité est évaluée à plus de 94%. Chassez la malbouffe par la porte, elle reviendra par la fenêtre de votre navigateur. Au Mexique, le gouvernement s'arrache les cheveux pour éloigner les enfants de pratiques alimentaires nocives. Dans un pays où, c'est notre chiffre de la semaine, 73% de la population est en surpoids, 29% est obèse. Une loi oblige désormais l'industrie alimentaire à clairement mentionner sur les emballages et dans les publicités les excès de graisse, de sel ou de sucre de leurs produits. Mais il existe encore un vide légal qui permet en toute impunité de vanter les mérites de chips ultra salés ou de bonbons chimiques sur les réseaux sociaux. Le média est aussi le plus consommé par les enfants. C'est un reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Voici le clip d'une chanson à succès mexicaine. À tout juste 7 secondes du début, chips, bière et soda sur une table. Janet Valenzuela a 2,5 millions de fans sur les réseaux sociaux. La chanteuse populaire s'affiche volontiers avec des sucreries ou des produits ultra transformés. Ce sont mes goûts, tout simplement. Je n'ai pas été approchée par ces marques. J'essaie toujours d'être la plus naturelle possible sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré la junk food. Petit couac, la consommation de junk food est le problème de santé publique numéro 1 au Mexique, où 73% de la population est en surpoids. À tel point que dans le Oaxaca, un état rural du sud du pays, le gouvernement vient d'interdire la vente directe de sucreries et de soda aux mineurs. Luis Angel a 14 ans, il s'est déjà fait refuser ses menus plaisirs en magasin. Ils m'ont demandé ma carte d'identité et mon âge. Mais je n'avais pas ma carte sur moi, alors ils m'ont dit de tout laisser sur le comptoir, qu'il m'était interdit d'acheter ces produits. Du coup, j'ai demandé à mon grand frère d'y aller à ma place. C'est un supplice de Tantale pour l'adolescent qui continue de recevoir chaque jour des publicités pour des aliments qu'il ne peut plus acheter. Je reçois constamment des publicités pour des chips, des glaces ou des biscuits. Maintenant, ça me tente encore plus qu'avant. La députée Magali Lopez est l'instigatrice de cette loi votée en août dernier, après des mois de bataille féroce contre les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Nos enfants sont trop petits pour comprendre tout le mal qu'engendre ce type de produit sur leur santé. Et malheureusement, les enfants sont la chair à canon de ces grandes industries alimentaires. Elles ont trouvé en eux les clients parfaits. Alors que les enfants mexicains sont toujours privés d'école à cause de la crise sanitaire, le temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux a grimpé en flèche. L'interdiction de la vente directe est un premier pas, mais le combat contre la malnutrition infantile s'annonce de longue haleine. Le soleil avait rendez-vous cette semaine avec la Lune. Le sud du Chili et l'Argentine ont été plongés dans l'obscurité pendant plus de 2 minutes. C'était lundi, en début d'après-midi. Le spectacle a même été total en Argentine où étaient rassemblés, vous allez le voir, des milliers de personnes pour contempler le fameux événement Muña Kassem. Dans le ciel argentin, un croissant incandescent se dessine. L'image est trompeuse. Ce n'est pas la lune qui s'affiche flamboyante, mais le soleil qui peu à peu est effacé par l'avancée de l'astre lunaire. Spectateurs curieux, passionnés d'astronomie ou encore scientifiques, ont tenu à être les témoins de cet alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil.
2 minutes et 9 secondes d'un spectacle céleste qu'il n'aurait manqué pour rien au monde. Elles sont difficiles à voir, vous savez, elles ne sont pas très courantes. Et donc quand j'en ai vu une, c'était comme si quelqu'un avait fait un trou dans le ciel et comme si on m'avait frappé à la poitrine. Ça a été un tel choc. Un peu plus tôt au Chili, les cieux ne s'étaient pas montrés très cléments avec les spectateurs. Un tapis de nuages et la pluie ont quelque peu gâché cet instant de contemplation. En plus des lunettes d'observation, le parapluie était aussi indispensable. L'éclipse aura traversé une partie de l'Amérique du Sud avant de se poursuivre dans l'Atlantique. Une expérience inoubliable, presque mystique pour certains. J'ai le sentiment de renaître. Que Dieu veuille que tout ce que nous traversons se termine bientôt. Et je crois que ce moment est un avant et un après. Peut-être le signe de la fin de la pandémie selon le souhait de ses spectateurs, ou phénomène astronomique pour d'autres, à chacun son interprétation. Pour de nombreuses communautés indigènes d'Amérique du Sud en tout cas, l'éclipse solaire marque la fin d'un processus et le début d'une nouvelle ère. Voilà, et avant de nous quitter, sachez qu'au Pérou, le Père Noël ne fait pas de cadeaux cette année, du moins quand c'est un policier qui est caché sous le déguisement. Regardez un peu, c'est très sérieux. Une brigade anti-drogue du pays utilise en effet cet accoutrement ainsi que celui de lutin pour surprendre les trafiquants de drogue lors d'arrestations. Une technique qui s'avère être plutôt efficace. Et oui, effet de surprise garanti. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous, l'info revient tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. Ceci est un message du gouvernement.